Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF avec Jean-Baptiste Duclercq, bonjour. Bonjour Patrice. Maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, spécialiste de droit constitutionnel, et quand on va parler de la fonction présidentielle, de la société civile et de la politique, de la moralisation de la vie politique aussi, vous allez avoir beaucoup de pain sur la planche. Florence Mercadet, bonjour. Bonjour Patrice. Au barreau de Versailles. On va parler aussi de la nouvelle loi du travail, le nouveau droit du travail. Donc là aussi, vous avez des mises à contribution de la même façon que Stéphane Manson. Bonjour Patrice. Professeur de droit public à l'université, ancien doyen de cette faculté de droit. Oui, et spécialiste de rien. Et ami de Jean-Baptiste. et de Florence Jean-Charles. Et spécialiste de la moralisation, de la fonction présidentielle. Oui. Et des autres. Et du Lobadère. Et non, je t'ai plus, Patrice. La coupe est pleine. Et Jean-Charles Lajoie, bonjour. Bonjour. Éditeur. Toujours. Et qui vous regardez avec passion ce qui se passe actuellement. Et tout le monde regarde un peu avec passion ce qui se passe actuellement parce qu'il y a des choses qui changent. Et notamment peut-être la façon de conduire les affaires de la France, la façon dont Emmanuel Macron préside la France. On l'a vu lundi, il était à Versailles en compagnie de Vladimir Poutine. Le fait de recevoir Vladimir Poutine à Versailles, d'abord c'était intelligent parce que ça a évité de faire une visite d'État et ça permettait d'inaugurer l'exposition Pierre Legrand qui a ouvert donc ses portes. Mais c'était aussi un symbole de venir à Versailles. Alors, les chefs d'État l'ont beaucoup fait. François Mitterrand l'avait fait pour des sommets. Le général de Gaulle l'avait fait. Mais on avait peut-être un peu oublié Versailles dans les ordres de la République, si je peux dire, non ? Oui, c'est tout un symbole, effectivement, qu'il puisse comme ça organiser cette manifestation à Versailles. Et puis, ce qui dénote tout de suite, c'est cette volonté, effectivement, de rentrer dans les habits présidentiels. Déjà au sommet qui a eu lieu récemment, et puis là encore avec, effectivement, le président Poutine. Le président Trump, oui. Le président vous avez Trump, raison. oui, effectivement. Oui, et bon, alors... C'est vrai que la question de la représentation présidentielle est quelque chose qui n'est ni vraiment juridique, ni politique. C'est quelque chose qui est vraiment... on essaye un petit peu de sentir. Et ce qui est très impressionnant en ce qui concerne Emmanuel Macron, c'est en tout cas le souci de la communication qui est extrêmement important. Alors, est-ce que cela suffit? Puisque la référence est le général de Gaulle, et le général de Gaulle était un homme d'État, il l'incarnait, il transpirait vraiment la fonction présidentielle. Il avait une histoire derrière lui aussi. Avec une histoire qui le précédait. Mais ses successeurs proches ont quand même su être à la hauteur de l'image qu'il souhaitait donner à la fonction. Alors, est-ce que la communication suffit? Est-ce qu'il incarnera cette présidence comme ses prédécesseurs? Bon, est-ce qu'une poignée de main suffit déjà à mais il a théorisé un petit peu ça avec le qualificatif de jupitérien, présidence jupitérienne, on avait vu ça, donc ce qui est un mot assez nouveau dans le vocabulaire politique jupitérien, non? Il y a un physique et il y a une allure de Macron qui fait que les choses changent, en tout cas la perception qu'on en a change directement, quoi. Je pense que quelles que soient ses opinions politiques, on ne peut pas nier le fait qu'il a une prestance, une allure, et il démode très vite. On a l'impression que les années Hollande, les années Sarkozy, tout ça, c'était il y a un siècle. Enfin, je veux dire, on a vraiment basculé depuis l'élection. Il a très vite pris la mesure du costume, etc. Alors après, effectivement, comme vous le dites, est-ce que c'est... Oui, après, on verra. De la communication, on pourra juger sur pièce, mais en tout cas, l'aspect, la dynamique, et je pense qu'on peut être fier. Quand on voyait les images lundi dernier face à Poutine, normalement, c'est vrai que quand on voyait Poutine avec un autre chef d'État, c'était un peu Poutine qui en imposait, etc. Alors que là, tiens, Poutine est plus petit que Macron. Voilà, alors que là, on les voit tous les deux, on a l'impression. C'est vrai. C'est la première réflexion que je suis faite. On a l'impression que Poutine avait pris un sacré coup de vieux. Enfin, en fait, non, l'autre est tellement jeune, dynamique, etc. Enfin, c'est très impressionnant. Ça redonne une très bonne image de la France. Alors ça, c'est un peu l'image dans la politique extérieure. Mais je reviens à l'idée de la présidence qu'il a quand même un peu théorisée, cette présidence jupitérienne. Je crois qu'il a vécu aussi, on a vécu deux quinquennats où les présidents étaient se mettaient extrêmement sur le devant de la scène quand même, et par conséquent prenaient en pleine face toute la popularité qui allait avec le fait de se mettre en avant, non? Je crois qu'il a vécu ça et qu'il ne veut pas faire la même chose, me semble-t-il. Pour l'instant, c'est extrêmement habile parce qu'il n'arrête pas de dire qu'on ne le verra pas, mais on le voit tout le temps. En fait, on n'arrête pas de le voir quand même.
honnêtement, le président On le Macron. voit, oui, mais... On le voit, Oui, non, mais parce on qu'il le y a voit des dans événements une- importants. Non, mais- On le voit dans une fonction extérieure, là, pour le coup. Absolument, mais il se trouve qu'il y a tellement de moments, etc. Donc c'est peut-être un hasard du calendrier. Oui. Mais pour l'instant, il y a une extrême habileté qui consiste à dire je ne dis rien. Je laisse les autres gouverner, mais en fait, celui qu'on voit, c'est lui tout le temps. C'est vrai En fait, qu'on voit le voit moins quasiment- Édouard Philippe. Édouard Philippe, il est quasiment, enfin, on le voit très peu, quoi. On voit le président de la République dans le régalien. Oui, dans le régalien. On le voit au Mali, au milieu Absolument. des troupes. On le voit à Versailles avec Poutine. On le voit Avec Trump, à Bruxelles avec Trump, etc. Et je Ou, trouve que ou avec Merkel. Enfin, ou avec Merkel, on le voit là où Trudeau, c'est important. ou avec Justin Trudeau, oui, là où me semble-t-il, il devrait être. Et c'est vrai que Là où le président devrait être, vous voulez dire, c'est ça? oui, de mon point de vue, Le président de la République. ouais, dans la logique de la Ve Oui, République. oui. Enfin, en tout cas, enfin, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Il ne faut pas non plus croire que derrière cette forme de mise en scène, au fond, il n'y aura peut-être pas aussi une hyper-présidence. Parce que, enfin, voilà, Mais on c'est sait, très compliqué. on sait d'éviter, très quand bien même, que hein. quand même les choses se passent globalement à l'Élysée, mais on va voir. Enfin, on va voir, on ne verra pas d'ailleurs, mais on finira par le savoir. Et puis en le regardant aussi, je pensais au théorème ou à la théorie des deux corps du roi de Kantorowicz, où Oui. on voit que, alors Kantorowicz il disait, le souverain, le roi, il a, enfin pour simplifier, hein, il a deux corps, il a un corps physique, c'est sa personne, et puis il y a une espèce de corps moral, spirituel, qui incarne la nation et qui ne meurt jamais. Le roi est mort, vive le roi, au fond c'est cela. Et je trouve que Macron incarne assez bien ce double corps du roi, avec un corps fringant, jeune, etc. Alors c'est vrai que c'était plutôt un beau message qui est envoyé au monde entier. Et puis le corps du roi, c'est-à-dire les habits du président de la Ve République, mais dans un retour à une forme un peu plus authentique. Et vous avez raison de souligner que ça a été souvent dit que Sarkozy et Hollande avaient, me semble-t-il, un peu écorné la fonction. Oui. Ou en tout cas, enfin, ils sont mis en avant, ils ont été très présents avec la presse, notamment François Hollande. Voire trop, oui. Je pense qu'il a vécu ça de près et qu'il a vu quand même que c'était pas la bonne chose. Parce que c'est vrai que dans un quinquennat, si vous vous mettez en avant, et forcément il y a un moment où la popularité baisse. Là, on est encore voilà, dans un peu cette mini-état de grâce que connaissent les présidents une fois élus. Et puis ça change assez vite. Et quand on se met en avant, évidemment, on prend l'impopularité en pleine face. Il faut se préserver des fusibles, en quelque sorte. Voilà. Et le Premier ministre joue moins le rôle de fusible qu'il ne le jouait sous le septennat, non? Vous vous souvenez que sous la présidence Sarkozy, Sarkozy a été à un moment donné beaucoup plus impopulaire que François Fillon, Absolument. Premier ministre. Et on se dit que c'est Et notamment François pour Hollande cela. était moins populaire que ses premiers ministres. Hein. Oui, c'est dire. Ouais. Oui, donc c'est vrai. voilà, le rôle de fusible, Alors en que, effet, alors c'est que le c'était ministre. le contraire. Enfin, Ben oui. C'était Ben oui. généralement le Premier ministre qui prenait tout dans Bien la sûr, figure bien sûr. et le président était en arrière. L'enfer de Matignon. Ouais. En même temps, alors, il y a une séquence qui a été intéressante de ce point de vue, puisqu'on disait est-ce que c'est l'hyper-présidence, pas l'hyper-présidence, c'est qu'on a vu qu'à la nomination, juste avant la nomination d'Édouard Philippe comme Premier ministre, il y a eu un conflit entre eux sur la nomination de son directeur de cabinet. C'est-à-dire que l'Élysée voulait imposer une personne qu'il souhaitait, et le Premier ministre a refusé. C'est un signe quand même, non? Bon, c'est c'est normal. Non. Enfin, oui, mais il paraît normal que le Premier ministre travaille avec un directeur de cabinet avec lequel il a vraiment envie de travailler. Enfin, ça me paraît... Ah non, je ne dis pas que c'est pas normal, mais Oui. c'est un signe aussi que le président de la République voulait intervenir oui. et avoir quelqu'un de Oui. confiance auprès du Premier ministre. Oui. C'était dans ce sens-là que Ah d'accord. Mais donc, je pensais que... Mais ne serait-ce qu'en désignant Oui. ce Premier ministre, un Premier ministre, les Républicains, c'était Ouais. déjà faire l'aveu d'une impuissance en disant, bon, allez, il non. aurait pu désigner un Premier ministre, quelqu'un qui venait du mouvement En Marche, et d'une pourquoi certaine vous- impuissance, pourquoi vous dites dans la que mesure où il savait qu'il devait composer avec un autre parti politique qui a dû poser ses conditions au moment du ralliement donc avec Emmanuel Macron, et qui a pu donc, à travers cette anecdote, montrer aussi qu'il avait certains intérêts qu'il pouvait défendre vigoureusement. Mais Vous je ne pensez suis que c'est pas sûre que ce l'impuissance, n'est pas de hein l'impuissance, puisque la C'était une volonté théorie, aussi, c'est ouais. une volonté. La théorie d'Emmanuel Macron, c'est de dire je ne suis ni de droite ni de gauche et je travaillerai avec des gens Oui, et de de droite droite et et de de gauche. gauche. Ouais. Oui. Donc Mais- c'est pas de l'impuissance, c'est au contraire un marqueur Parce que j'avais cru fort. comprendre qu'il avait, qu'il Ah oui. avait imposé ce directeur de cabinet
Non. Non. Ah non. Non, D'accord. d'après ce qu'on peut voilà. savoir, le D'accord. président, il y a eu, vous savez qu'il y a eu un tenté, retard il dans avait la... tenté. Il avait tenté. tenté- Il y avait un avait retard tenté dans la- d'imposer Il y a eu un retard dans la nomination de Premier ministre, et ce retard s'explique par, Voilà. au fond, le D'accord. conflit. Le président de la République souhaitait imposer une personnalité à la tête du cabinet de Matignon, et Édouard Philippe, visiblement, ne voulait pas. Et c'est assez amusant parce que, si on se rappelle quelques années plus tôt, et on le voyait dans un documentaire qui avait été fait sur François Hollande, quand Emmanuel Macron a été nommé ministre de l'économie et des finances, on voit un coup de fil entre Jouyet, qui était secrétaire d'État, secrétaire général de l'Élysée, et lui. Et Jean-Pierre Jouyet lui dit c'est bien, hein, tu es ministre, etc. Bon, tu comprends, hein, maintenant il faut que tu saches qui t'a nommé, donc il faut que tu prennes un tel. J'y tiens beaucoup. Et Emmanuel Macron a refusé. Ça a été son premier acte. Donc c'est vrai que là, il y a quand même une tentation de toute façon du président de la République à gérer quand même les choses, même si, en théorie, il est en recul. C'est assez humain parce qu'il y a déjà beaucoup de ministres à qui on impose un directeur de cabinet et qui n'ont pas leur mot à dire et qui de toute façon l'acceptent. Donc après, voilà, je serai à la place de Macron, c'est assez humain de dire bon, ok, on verrouille toutes les cases. Après, est-ce que tel ou tel ministre a suffisamment de pouvoir et de culot et de compétences pour dire non, j'ai pas besoin d'être cornaqué par un tel ou un tel, c'est... Mais, alors j'en reviens à un problème plus institutionnel, mais c'est plutôt pour les juristes, mais c'est vrai que est-ce que le quinquennat et ce qu'on appelait l'inversion du calendrier, c'est-à-dire l'élection de l'Assemblée après l'élection présidentielle, au lieu d'être avant, est-ce que ça n'incite pas par la force des choses le président de la République à être sur le devant de la scène, quoi qu'il veuille et quoi qu'il fasse? Une bonne question, non? Quand je vois Stéphane faire... Merci de l'avoir posé. C'est une très bonne idée. Non, il est évidemment sur le devant de la scène, puisque on verra. en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que la Constitution donc, prévoit que le président de la République est au-dessus de la mêlée, que c'est un président arbitre et qu'il appartient au gouvernement de déterminer et de conduire la politique de la nation avec une majorité à l'Assemblée nationale. Bien. Mais le programme politique en soi est voté par le Parlement. C'est le Parlement qui entérine tous les choix qui ont été décidés. Donc, à partir du moment où l'élection présidentielle précède l'élection législative, la campagne, le programme politique se fait sur le programme présidentiel. Donc, dans la foulée, lorsque les élections législatives arrivent, les électeurs se prononcent pour ou contre tel ou tel candidat qui va lui-même se prononcer pour ou contre le projet présidentiel. Donc, c'est autour de l'élection présidentielle que les choses vont se cristalliser. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, le président de la République a une prépondérance vraiment remarquable. Oui, mais ce qui est malin, là, c'est que Édouard Philippe, et oui, c'est très malin, c'est qu'Édouard Philippe mène la campagne législative pour le président, et donc pour En Marche, et non pas pour LR. Et ça, c'est extrêmement malin. Parce qu'il... Ah bah oui, mais c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, ce qui est malin, c'est qu'il est des Républicains. C'est qu'Édouard Philippe est des Républicains, mais va mener la campagne. Oui, mais il l'est plus. Bruno Le Maire. Non, il l'est plus. Non, mais il l'est plus. Mais, Oui, mais ça n'empêche qu'il l'était. Mais c'est D'où quand même. ma confusion tout à l'heure. Mais c'est pour ça que c'est plutôt futé de nommer au Premier ministre quelqu'un qui vient des Républicains, qui du coup ne l'est plus et qui va mener aussi les législatives aux côtés de Macron. Et peut-être devant, pas forcément en mettant Macron sur le devant de la scène, mais en étant lui-même sur le devant de la scène pour supporter les candidats d'En Marche et non pas les candidats LR. Alors, on ne va pas faire de prévisions sur les législatives, on verra bien ce qui va se passer, mais on en parlait un petit peu la dernière fois, mais c'est vrai, enfin, ce que vous dites amène cette question, est-ce qu'on est au bord de l'implosion ou de l'explosion du système politique qu'on connaissait jusqu'à présent, notamment de partis de la droite, de la gauche, etc. Moi, je pense qu'on est à l'explosion du Parti socialiste, ça paraît clair et net. Il ne faut pas enterrer la droite trop vite, parce que la droite a probablement sûrement encore un espace, mais va pouvoir se recomposer, peut-être en étant un peu moins à droite qu'elle n'a pu l'être par moment. Et puis, il y a sûrement un espace pour un parti politique digne de ce nom à cette il y a des appels du pied, par exemple, de Marion Maréchal Le Pen pour Wauquiez, par exemple. Oui, bon, ça, je pense que oui, elle peut toujours faire des appels du pied. Enfin, moi, je ne crois pas du tout à ça. Mais Ah bon? Non, moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait
trop de perméabilité entre les deux. Je veux dire, il y a des gens. Mais on voit bien qu'il y a une partie du Front National, pardon, Philippot avec son mouvement Les Patriotes, etc. Compatible avec la droite. Avec une certaine droite, en tout cas. Oui, mais c'est parce que le Front National, en gros, c'est 5% toujours de gens qui pensent des choses assez plus que curieuses, et en tout cas qui ne sont pas ma tasse de thé. Et puis après, c'est des gens qui sont un peu malheureux, qui peuvent quitter l'extrême gauche, peuvent quitter la droite, qui se retrouvent. Mais c'est des électeurs assez fluctuants, donc ce ne sont pas non plus des salauds, ce ne sont pas non plus des... Voilà, c'est des gens qui se sont retrouvés là. Je ne parle pas de morale, mais qui peuvent revenir assez facilement dans un parti plus classique, pour peu qu'on les entende un petit peu. Non, mais s'il y a une tendance de la droite qui part un peu vers le centre, pour dire les choses, il y aura forcément une tendance de la droite qui ira un peu plus vers la droite, non? Enfin, oui, mais on peut... Ça paraît, je sais pas, géométriquement... Mais il me semble qu'on peut être de droite sans être d'extrême droite. Enfin, même assez à droite sans être d'extrême droite. Mais pour vous donner un exemple là, sur votre question, Patrice, vous dites est-ce que la droite risque d'exploser ou pas? Je prends juste ma circonscription, que je ne nommerai pas. Mais dans ma circonscription, qui est une circonscription de droite... Non, qui est une circonscription de droite depuis des générations. Donc il y a un candidat En Marche qui a été désigné et un candidat qui est candidat LR. Et qui combat, qui est clairement dans l'opposition. Ouais. Mais toutes les personnes qui vont tracter, qui vont rencontrer les gens sur le marché, qui sont LR, sont complètement perdus, ne serait-ce que dans leur discours. Ils n'arrivent pas à porter un discours de droite parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de programme. Et il y a une telle panique au sein des Républicains sur cette circonscription-là que pour essayer de diviser En Marche, ils ont créé un faux comité En Marche, qui n'est pas du tout celui... le nôtre, en tout cas. Voilà, Là, Florence, il faut vous mettre en congé de l'émission, je crois, pendant la campagne. Enfin, nous allons référer aux autorités. Et donc, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont créé un faux comité avec un compte Facebook, un compte Twitter, et avec des gens qui se trouvent être des conseillers municipaux LR de votre commune. De ma commune. De votre commune. De ma commune. Et ce qui démontre qu'il y a une espèce de panique totale, où ils ne savent plus comment faire pour essayer de déstabiliser à la fois le mouvement, de ne pas trouver de programme, de ne pas trouver d'arguments. Et c'est quand même incroyable. D'après ce que vous dites, c'est vrai qu'il y a peut-être, on en reparlera peut-être quand on analysera les résultats des législatives, mais c'est vrai que pendant toute la campagne présidentielle, la droite nous a dit Fillon n'est peut-être pas le bon candidat, mais alors son programme, c'est formidable. Et puis, une fois Fillon battu, ils ont changé le programme disparaît complètement. Et on a quelque chose qui est, en effet, pas très très loin de ce que propose Emmanuel Macron. Donc on peut comprendre que l'électeur de droite traditionnel est un peu perdu. C'est difficile pour un candidat de droite d'abord de se dire dans l'opposition, parce que dans l'opposition à quoi? Pour l'instant, on n'a rien vu. Et puis le programme de Macron est quand même assez nébuleux et large. Et le nouveau programme de la droite n'est pas non plus... Et comme il n'y a pas non plus de programme à droite, je veux dire, moi je vois très... difficilement comment on peut dire je suis un opposant à Macron. Enfin, pour l'instant, c'est compliqué. Ça n'a pas de sens. Ça aura du sens peut-être dans leur difficulté, quelques mois. Oui, mais ça aura du sens dans un mois peut-être. Mais leur difficulté là aujourd'hui, c'est d'arriver à se positionner par rapport aux candidats d'En Marche, parce qu'ils ont du mal à se situer en étant avec certaines pans de leur programme tout à fait Macron compatibles, comme ils disent. C'est intéressant. D'autant plus compliqué qu'on sait pertinemment, on verra, mais que certains candidats, les Républicains, se feront en principe élire sous cette étiquette et sitôt l'élection acquise, passeront chez Macron. C'est pour ça que je parlais d'implosion possible. Parce que moi, je suis assez d'accord avec vous. Il peut y avoir deux groupes de LR, deux groupes parlementaires LR, un groupe de droite et un groupe... Ou des apparentés En Marche, anciens LR. Enfin, je pense qu'on peut avoir là une scission, en tout cas. Une scission, puis avec un bel arc-en-ciel, un beau nuancier politique à l'Assemblée, enfin un peu plus varié que celui qu'on a connu jusqu'à présent. Et peut-être même, parmi les élus du Front National, aussi peut-être deux catégories, de grandes tendances. Ce ne sera pas la première fois. Il y a eu Maigret il y a quelques années, qui a fait long feu. Mais, Maigret, maintenant Philippot. Et maintenant Philippot. Mais enfin, ouvrons bien nos yeux. On ne sait pas. Oui, vous avez raison. Enfin, regardons bien ce qui se passe, parce qu'enfin, les choses
les Bouge, choses semblent bouger, oui. Ouais. Mais Les lignes bougent, comme on disait avec Sarkozy. Et oui, mais enfin, est-ce que les lignes ne correspondent pas à la réalité Si, des moi, je des suis opinions assez convaincu. Et je pense que c'est ça, au fond. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde se cachait derrière la discipline de parti et la discipline de droite, de gauche, etc. Et puis maintenant, chacun exprime à peu près ses positions et on voit que tout ça traverse les lignes, en fait. Exactement. Alors, sauf que, vous voyez, j'ai l'impression que cet ancien monde qui est en train de crever n'est pas encore mort et que pour faire du neuf, on est parfois quand même obligé de prendre un peu du vieux. Et je pense à notamment... C'est son ami Bayrou. Non, mais pas du tout, absolument pas. Non, pas son ami, votre ami Bayrou. Non, mais je pense à tout ce qui concerne... Le vieux, il y a Le Drian, tout ce que- il y a tout ce qu'on Colomb. évoquait à propos de Richard Ferrand, etc. Alors, On va en parler peut-être. Oui, c'est pour ça que je voulais Sur simplement, le deuxième sujet. simplement vous piquer là-dessus. Ouais, Enfin, très bien. Bon, on peut parler de ça parce que ça va être le premier projet de loi porté par le garde des Sceaux, M. François Bayrou. C'est le projet sur la moralisation de la vie politique. Patrice, il me semble que vous devriez vous mettre en congé de l'hémicycle de la campagne électorale. Il ne restera plus que Jean-Baptiste. Et encore. Vous en faites tous les trois. Et encore. Et encore. Non, et donc c'est le premier. Non, mais c'est un symbole que ce soit le premier projet de loi porté du quinquennat d'Emmanuel Macron sur la moralisation de la vie politique. Et alors, peut-être qu'on peut aborder, puisque vous en parliez, tout de suite un cas qui, moi, me semble en effet faire problème. C'est celui de M. Richard Ferrand. Alors, on peut rappeler très, très rapidement ce qui lui est reproché. Enfin, c'était un article du Canon enchaîné, c'est-à-dire qu'il était président de Mutuelle et la Mutuelle en question a loué des locaux commerciaux qui appartenaient à sa compagne. Alors, tout ça, visiblement, c'est fait dans la transparence, hein, mais enfin, il y a quand même un lien, qu'on le veuille ou non. Si on veut être tout à fait exact, le problème, c'est que ça n'appartenait pas tout à fait à sa femme, parce que quand le bail a été signé, Donc, il n'est pas marié, hein. Non, mais ils sont ni paxés, enfin, Ni marié, ni rien. à sa tendre et douce, disons. Voilà. Mais enfin, en tout cas, elle n'était propriétaire de rien, parce Oui, il y a eu un prêt. elle est partie seulement une fois qu'elle avait le bail, en disant, ben voilà, maintenant, je voudrais un prêt et je vais acheter le... Oui. Mais oui, mais Voilà. c'est comme ça que ça se passe hein, dans la Oui. vraie vie Oui, de non, tous non, les mais- jours. C'est-à-dire que quand on veut acheter, enfin, moi je vais prendre mon exemple tout simple, c'est que quand j'ai voulu acheter les murs de mon cabinet, j'ai fait un projet de bail entre la SCI à créer et ma société d'avocats, un projet de bail. On est allé voir le banquier, on dit voilà, on a un projet de bail, est-ce que vous voulez bien nous prêter de l'argent pour qu'on puisse créer une SCI et la SCI va acheter les locaux? Et on nous a dit bah oui, au vu de la solidité financière de votre locataire, il n'y a pas de problème, on va vous prêter de l'argent à la SCI. On a eu le prêt de la SCI à 100%. On était deux associés dans la SCI et la SCI a été créée, a eu son prêt et le bail est devenu de projet et est passé à bail. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Donc je n'arrive pas à comprendre. J'ai entendu quelqu'un du monde de l'immobilier dire mais où a-t-on vu que on prêtait de l'argent à une SCI qui n'avait pas de bilan. Mais heureusement qu'on prête de l'argent à des SCI qui sont en cours de constitution et qui vont acquérir un bien immobilier. Enfin, je veux dire, c'est la base de la base. Donc là-dessus, il n'y a rien de choquant. Vous avez tout à Je fait pense raison, que mais non, mais ce qui choque, c'est que ce soit un couple. Non, ce qui est effectivement qui n'est pas insignifiant, c'est que ce soit un couple, et ce qui n'est pas insignifiant non plus, c'est que je crois que dans le code de la mutualité, ça n'est pas toléré. Voilà, juste point. À la limite, il suffirait de dire dans le code de la mutualité, un membre du conseil d'administration, en l'espèce il était président, un membre du conseil d'administration d'une mutuelle ne peut pas se signer dans un intérêt personnel un contrat quel qu'il soit. Donc le problème, il est juste sur un article du code de la mutualité. Point, on s'arrête là. Il y a un problème là-dessus. C'est pas la peine d'aller tellement plus loin pour condamner l'opération, me semble-t-il. Mais Patrice quand n'a même. pas écouté. Mais quand même. Mais Patrice n'a pas écouté. Non, pardon, parce que je reprends les termes du projet de loi. On ne parle pas de l'égalité, on parle de moralisation. La moralisation, à mon avis, c'est la morale, c'est pas le droit. Oui, mais là, le droit dit qu'il avait tort. Si vous aviez écouté Oui, ce que d'accord. j'ai dit, oui. Non, mais non seulement le droit qui dit qu'il avait tort, mais la morale, est-ce que la morale dit qu'il avait raison? Je crois encore moins. Bah, si au niveau du Le conseil moral et le droit, d'administration... c'est pas tout à fait pareil. D'accord, non, Si mais on au parle niveau de de la morale, moralisation, si tout le conseil d'administration dit ça ne nous pose aucun problème, parce que c'est une affaire privée, on n'est pas dans le domaine public avec des fonds publics. Si le conseil d'administration dit il n'y a aucun problème, cette SCI va être légalement constituée et on va louer le bien au prix du marché et pas 3 fois le prix du marché, on le loue au prix du marché, mais pourquoi pas? Après tout, comme disait un avocat qui a été sur les ondes lundi matin, il disait
effectivement choquant, mais en fait, il n'y a rien à dire parce que tout ça est normal. Tout ça est transparent et franchement, même vis-à-vis de la morale, je ne vois pas nécessairement où est le problème dès lors que tout le monde est au courant, que c'est transparent. Oui. Ça aurait été peut-être immoral si il l'avait caché à son conseil d'administration que cette future SCI appartenait à sa chair et tendre. Là, il y avait un problème de morale. Bon, enfin, mais bon. Il était directeur général de cette mutuelle, oui, donc il n'était pas administrateur, mais il y a quand même un peu... enfin, ça sent un peu le conflit d'intérêts. Oui. Ça sent le conflit d'intérêts. Et c'est pour ça que le code de la mutualité l'interdit. Le code de mutualité l'interdit sur un problème de conflit d'intérêts. Ça sent la vieille politique, quand même. Oui, mais pas dans des proportions. Non, mais c'est pas. Puis bon, il y a eu l'histoire de son fils embauché 4 mois comme assistant parlementaire. Il était payé normalement. Mais voilà. Il était payé au SMIC. Il faut arrêter. Là, je suis assez d'accord. De chasse aux sorcières. Là, parce que, non, mais je suis d'accord. Le projet de loi, si j'ai bien compris, défendu par monsieur, qui va être présenté par Bayrou, dit que par exemple, on ne pourra plus engager sa femme. Quand on est à l'Assemblée. Ok, très bien, on ne peut plus engager ses enfants. Alors, on engage, par exemple, une assistante parlementaire, vous la séduisez, elle vous séduit, vous couchez avec elle. Qu'est-ce qu'on fait? On la vire? Ou alors, il y a une police politique qui vient dire « Ah oui, mais là, moralement, c'est totalement répréhensible parce qu'on a les preuves que vous couchez avec elle. » C'est totalement ridicule. C'est ce qui est arrivé au président de l'Assemblée nationale. Barthelone, qui a épousé son assistant parlementaire. Oui, mais si tu veux, on peut aussi, alors à moins qu'on arrive vraiment dans une espèce d'ordre moral absolument terrible, on peut quand même avoir une aventure sans se marier. Enfin, j'espère que c'est encore Jean-Charles. Mais Jean-Charles, mais enfin, j'espère que nous couperons au montage. S'il faut que chaque député épouse chaque assistant ou assistante. Non, enfin, je veux dire. Après, il va falloir mettre de la polygamie. Voilà. Non, mais je trouve qu'au moins, ça n'a pas de sens. Il y a peut-être un effet levier, si vous voulez, qui doit inciter quand même les grands élus à se poser quand même des questions. Bon, voilà, on dit, on fait ça parce que tout le monde le fait, ça tient plus. On l'a bien vu pendant la campagne. C'est fini, c'est terminé, tout ça. On a beaucoup reproché à Fillon d'avoir fait travailler sa femme. Et Marine le problème, c'est qu'elle n'a pas travaillé. Comme avait dit le canard enchaîné, je vous jure que Pénélope n'a rien fait. Mais on ne peut rien reprocher à Marine Le Pen qui fait bosser son... Enfin, ils ne sont pas pacsés, ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas, effectivement, c'est son chéri, je ne sais pas comment on peut appeler ça, son compagnon, je ne sais pas. Bon. Donc, et là, on ne peut rien dire parce que c'est normal. Donc il y a une sorte d'hypocrisie absolue qui me paraît... Non, mais vous voyez bien qu'il y a une demande quand même. Mais oui, il y a une attente, Jean-Charles. Une attente. C'est pas parce qu'il y a une demande que c'est. Ah bon? Bah non. Vous voulez laisser les choses en l'état. Il y a une attente parce que si vous voulez, à force de tenir votre discours, pardonnez-moi, mais on fait rien. Vous voyez, on fait ah ben non, mais l'Europe du Nord, regardez ses excès, la ministre qui se vire d'elle-même parce qu'elle passe un coup de fil personnel avec son téléphone du ministère ou qu'elle paie 20 € la nounou avec l'argent public. Mais ça commence comme ça. Oui. Et je trouve que, alors d'accord, c'est excessif, peut-être, mais il faudrait peut-être envoyer un peu le balancier de ce côté-là pour que ça se rééquilibre. En fait, j'ai quand même dans l'idée qu'il y a quand même des gens qui sont plus intéressés par le fait de savoir comment on va leur trouver du boulot que de savoir si on peut coucher avec... les deux. Voilà. Non, mais c'est pas ça. Pourquoi l'un ou l'autre? Pourquoi l'un ou l'autre? C'est quand même... Je ne sais pas, c'est une question de priorité. Moi, je dis 5 millions de chômeurs parce qu'il y a quand même des trucs importants. Il y a une chose, cela dit, il y a une loi qui est relativement facile à faire et qui peut être rapidement faite. Après faire baisser le chômage de moitié, c'est sûr que c'est plus facile. Ça ne se fait pas en un mois. Oui, on pourrait peut-être commencer par là. Eh ben, oui, c'est ça. Pourquoi pas? Jean-Baptiste. Parce que ce qui est plus regrettable, c'est le phénomène de multiplication justement de ces textes sur la transparence, sur la probité. Donc 2013 déjà, à la suite de l'affaire Cahuzac. Ensuite, 2014, on a fait une loi sur l'interdiction du cumul des mandats, la fonction exécutive parlementaire. 2016, on y est revenu. Et là, on y revient en 2017. Et finalement, quand on réfléchit, ces lois arrivent souvent parce qu'il y a un journal du 20h qui vient révéler une affaire et que, donc, à la suite d'un matraquage médiatique, et on fait une loi un petit peu de circonstance. Donc je comprends un peu ce que vous dites parce que finalement...
Bon, bah, on se en demande. en même temps, vous voyez bien qu'il y a un fossé qui se creuse entre les élus et l'opinion, entre les élus et le peuple, pour prendre des mots. Dont on a Oui, mais beaucoup parlé. c'est que finalement, cette réforme n'a jamais été pensée dans sa globalité. Si d'aventure un président et sa majorité avaient décidé vraiment de réfléchir, de régler les choses au fond, on serait allé au bout des choses. Mais à chaque fois, c'est sur une affaire et on Là, va c'est pas sur une uniquement. affaire, justement. Oui, ça reste. Ah non. Ça reste finalement. Les propositions sont pas si considérables. Moi, je trouve très bien toutes les mesures qui sont avancées. Effectivement, ça permet de Non, mais c'est prévoir pas des c'est important, garanties. c'est-à-dire c'était une demande de François Bayrou, puisque c'est lui depuis longtemps, qui était dans sa précédente campagne présidentielle. Donc c'est quelque chose qui n'est pas une réaction justement comme après l'affaire Cahuzac. Alors, la loi de 2016 a pu l'être. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que ce projet a été lancé au moment de l'affaire Fillon et que justement c'était l'occasion pour Emmanuel Macron de ne pas aller sur le terrain qui consistait à matraquer François Fillon et de dire bon bah moi parallèlement, moi président, je ferai une loi de moralisation de la vie politique. Et c'est à ce moment-là que ce projet a été dessiné et ça lui a permis effectivement de prendre une distance, de se démarquer un petit peu de François Fillon sans avoir l'air de lui taper dessus. Donc bon, aujourd'hui, et d'ailleurs quand on voit le contenu de cette loi, les propositions phares tiennent justement à l'affaire Fillon finalement, notamment sur les liens avec plus le non-cumul de mandat dans le temps, pas tout, dans mais le temps, c'est important. Oui, non, mais vraiment, je remets pas du tout en cause. C'est plus l'instrumentalisation. On est peut-être obnubilé par le fait de ne pas utiliser, employer sa famille. Bon, c'est quelque chose, peut-être pas le plus important dans le loi. Et je reviens quand même à ce terme de moralisation. On citait Sloterdijk l'autre jour, là, ça serait plutôt Habermas. Ce cher Jürgen. Jürgen, ou Kant. Emmanuel. Ou Kant. Non, mais c'est vrai, la dissection de la loi et de la morale, quand même, c'est important. Le fait que ça s'appelle moralisation, et c'est pour ça que, me semble-t-il, le ministre Richard Ferrand devrait s'interroger, même si juridiquement le parquet ne le poursuit pas, sur la question morale. C'est-à-dire qu'on n'agit pas il n'agit pas forcément selon son devoir. C'est ça la morale. C'est pas seulement agir par devoir comme la loi, c'est agir selon son devoir. C'est deux choses quand même différentes. Et le fait que ça s'appelle moralisation, moi, me semble peut-être important. Mais voilà. Mais le droit est toujours finalement de la morale juridicisée. Bien C'est-à-dire sûr. que bon. On passe la distinction. Mais parfois, le droit n'est pas de la morale. On peut très bien. Il peut y avoir un acte moralement répréhensible et juridiquement non répréhensible, non? Alors, tout dépend de l'idée, oui, qu'on se fait de la morale, de l'éthique, effectivement, économie, puisque sous ce couvert, on peut y mettre beaucoup de choses. Mais les textes s'accumulent, c'est vrai, Jean-Baptiste a raison. Mais on va finir par y arriver. Enfin, je suis assez optimiste. Il y a une telle attente, pardonnez-moi Jean-Charles, mais je pense qu'il y a une telle attente de la part de l'électorat. Il faut quand même à un moment donné que les candidats avec les élus, et je crois que là il y a une prise de conscience quand même, qu'il faut changer on ne doit pas fréquenter totalement les mêmes gens. Parce que moi, je ne sens pas cette attente tous les jours. Mais chez vous, il y a une attente de moralisation, une attente de rénovation. Il y a quand même, regardez tous les sondages, la dépréciation de la classe politique, elle est de plus en plus forte. Mais on verra, Patrice. Je ne sais pas si ça suffira. On verra au lendemain des élections. Maintenant, tout le monde sait quels sont les députés qui se représentent, qui ont engagé leurs enfants. On verra s'il y a une sanction. Je ne suis pas sûr que la sanction... Ça ne sera pas rétroactif. Oui. Non, mais c'est une sanction des électeurs. Si un type se représente... Non, mais vous avez raison de dire que ça pose un problème. Si quelqu'un a un fils qui est le meilleur spécialiste d'une question, il ne peut pas le faire travailler, ça pose en effet un problème. D'autant que, si j'ai bien compris, il y aurait peut-être même l'interdiction qui soit employée par d'autres élus. C'est exactement ce que je viens de dire, faire employer par un autre élu. Non, et je crois qu'il y a... Ça va être un des objets de la discussion. Est-ce qu'il faut interdire que les enfants, etc., ou la famille d'un élu soient employés d'une façon générale? Mais ça va faire le bonheur des détectives privés, parce qu'on pourra... Alors, il faudra engager un détective pour dire, alors lui, il a été engagé, est-ce qu'ils se connaissent, ils se sont croisés, ils ont fait leurs études ensemble il y a 30 ans. Ah oui, donc là, il y a un lien. Enfin, on est en train de créer un truc... Ça conduit à des situations assez compliquées. À l'université, on a parfois cette difficulté pour constituer des jurys, par exemple des jurys de recrutement de collègues, où il faut évidemment éviter que siègent dans le jury des collègues qui ont connu ou qui ont dirigé les travaux ou qui ont travaillé avec des candidats, tout en respectant la parité sexuelle. Enfin, il y a
1000 paramètres qui entrent en ligne de compte, ce qui fait constituer un jury aujourd'hui, enfin c'est un casse-tête. C'est un vrai casse-tête. Et Jean-Baptiste sait de quoi je parle. Ouais. C'est pour ça que moi je suis assez dubitatif sur alors c'est vrai quand on présente les choses en disant on fait des règles nouvelles de moralisation, de transparence, etc. Bon, c'est une chose, mais après au contact de la règle, les textes se multiplient. Ça crée parfois des effets pervers parce que finalement, non, mais vraiment, je suis un petit peu dubitatif, notamment dans ce contexte comme ça de logorée législative. Et puis, c'est aussi l'aveu de quelque chose qui me paraît quand même assez effroyable, c'est que finalement, on est propre parce qu'on y est obligé, non plus parce qu'on répond à un impératif catégorique. Et ça, je trouve ça effrayant, et à plus forte raison au niveau de la représentation nationale. Et je me dis que si d'aventure un homme n'était pas propre parce qu'il employait son fils pour je ne sais quelle raison ou quel motif, eh bien dans le contexte dans lequel on vit maintenant, tout se sait, les journalistes fliquent tout, donc ça se sait, et l'homme politique en tirera les conséquences aux prochaines élections, ou lui-même en démissionnant. Vous avez raison de dire que tous c'est, donc il faut faire attention. Non, et puis cette idée de loi de moralisation de la vie politique, je me dis aussi que je pense qu'il y a aussi une stratégie politique derrière du président de la République qui consiste à se dire la première chose que je vais faire, c'est un texte qui va me permettre mais pour des raisons politiques et pas tant juridiques ou morales, mais qui consiste à se dire je vais fédérer ma majorité. La première chose qu'on va voter, ça va être sur une loi de la moralisation. Tout le monde va être d'accord, ça va dépasser les clivages, ça va souder. Voilà. Donc il y a ce qu'on veut faire, et puis il y a aussi la raison pour laquelle on le fait, qui enlève justement un petit peu de la superbe justement de la réforme. Mais il y avait une raison d'accord politique aussi entre le MoDem et le En Marche, enfin, puisque c'était une des demandes de Bayon pour rejoindre Emmanuel Macron. Autre sujet qu'on a vu avec la constitution du gouvernement, c'est l'arrivée en masse de la société civile dans la politique. Alors, il n'y a plus que. Autrefois, il y avait que des professionnels de la profession. Il y avait même entendu Jean-François Copé, un peu dépité, dire enfin, maintenant, s'il faut être amateur pour faire de la politique. Et c'est vrai qu'il y a eu pendant longtemps, même des gens Chirac le premier, qui considéraient c'était une profession, qu'il y avait des professionnels de la politique et que les autres ne savaient pas en faire. Et c'est vrai que si on regarde un peu ce qui s'est passé, les représentants de la société civile, jusqu'à présent, ont plutôt connu des échecs que des succès dans la vie politique. Là, ce qui change quand même dans le gouvernement, c'est qu'ils sont une majorité. C'est plus un représentant comme ça qu'on prend pour faire bien. Là, c'est quand même très différent, me semble-t-il. Enfin, c'est la question que je pose. Non, moi, je suis relativement de votre avis. En même temps, c'est pas parce qu'on est un professionnel de la politique qu'on est mauvais. Non, bon, voilà. Donc, on est bon. Et l'inverse, c'est vrai. Voilà, l'inverse, c'est vrai. Non, mais parce que là, on a un peu tendance à dire bon, alors, on va mettre que des amateurs, la société civile, et puis les hommes politiques, c'est tous des pourris, c'est des mauvais, etc. Oui, je ne suis pas d'accord là-dedans. Ce ne sont pas des amateurs, ce sont des experts. Et que, en revanche, je trouve qu'on a un très bon exemple. Alors, on va voir, mais c'est le ministre de la Culture. Moi, je suis ravi. Une éditrice, quelqu'un qui vient du monde du livre et tout, c'est quand même qui n'habitait pas Paris, un signal fort. Voilà. Non, mais tout à fait. Donc ça, c'est vraiment absolument génial et épatant. Je pense qu'elle ne prendra pas de décision contraire à l'intérêt des éditeurs, des auteurs et des livres. Donc non, ça va être très bien. Non, mais c'est pour une fois. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Bon, donc c'est ce qu'on appelle, effectivement, pour reprendre le mot de Florence, une experte, enfin, qui vient de la société civile. Je pense qu'elle sera une très bonne ministre de la Culture. Mais l'autre, le ministre de la Culture le plus épatant qu'on ait eu depuis des années, pour moi, c'est Jacques Lang, qui était quand même le type même qui était un homme de culture, quand même. Oui, mais enfin, qui était le professionnel de la politique. Enfin, il était professeur de droit. Il était d'abord juriste avant d'être. Non, mais c'était un juriste et c'était un directeur de théâtre. D'accord, fondateur du festival de Nancy. Ok, on est d'accord. Il a dirigé des c'est quand même Chaillot, enfin, etc. On peut quand même pas dire que c'était pas un homme de la société civile. Ah si, c'était moi j'aurais avant de rentrer en politique. À l'origine, regardez Christine Lagarde par exemple, c'est pareil, société civile, mais qui s'est coulée dans le moule politique au point d'être devenue une pro de la politique. Et peut-être que parmi tous ces gens, Jean-Pierre Fourcade par exemple, pour les plus anciens qui les Brosses. Oui, Jean-Pierre Fourcade. Alors c'est drôle parce que ça c'était typiquement quelqu'un de la société civile qui devient ministre de l'économie de Giscard et qui est devenu un homme politique dans ce qu'il y a de plus de professionnels de la politique, sénateur, maire, changeant de mairie, etc. Mais alors, vous parliez des experts, c'est très intéressant parce qu'il y a eu quand même, la République s'est méfiée de ça, j'ai regardé quand même le premier gouvernement Laval,
vous avez un juriste à la justice, Eh oui, un inspecteur des finances aux finances, un agriculteur à l'agriculture, un professeur à l'enseignement, enfin, Un etc. médecin à la médecine. Oui, un médecin à la médecine. Non, mais c'est vrai. oui. Et je pense que jusqu'à ici, jusqu'à ce gouvernement-là, c'est probablement le gouvernement qui a eu le plus de spécialistes à la tête des administrations. On a échappé un militaire à la Et- défense. Oui, mais il y avait un militaire, il y avait un général, Ah oui, là, c'était oui, un oui, général oui, à c'est la possible. défense, Oui, enfin, oui. sous Laval, pardon. Mais Non, Laval, Pierre, Laval Vichy ou Laval Vichy. Laval Laval, Vichy. c'est 40, ouais, enfin, 40, oui, oui. oui, oui, gouvernement numéro 5, mais c'est 40, Oui, 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 c'est ça. oui, oui. C'est là où il y a le plus de spécialistes à chaque poste. Et du coup, il me semble, enfin, quand on regarde un peu l'histoire comme ça, il y a eu une méfiance ensuite, après la libération de la République, vis-à-vis des spécialistes, et je ne sais plus qui disait, il n'y a pas plus mauvais qu'un médecin à la santé. Mais Je crois c'est que assez de juste Gaulle, parce qu'au fond, enfin, je ne sais pas si on a vraiment besoin de spécialistes à la tête d'une administration ministérielle. Les spécialistes sont déjà dans l'administration. Et l'administration française est constituée de telle manière, alors on peut la critiquer ad libitum, mais enfin voilà, très bien, d'accord. Mais elle s'est reconstituée de telle manière qu'il y a d'éminents spécialistes de beaucoup de domaines dans l'administration, dans la haute administration. Et de bons. Et des bons, et souvent, oui, des très bons. Et qu'en conséquence, oui, il est vrai qu'on a peut-être plus besoin d'un vrai politique qui sache communiquer, qui sache C'était la théorie prendre de la des République, décisions. en Ben oui. tout cas, enfin, depuis Plus De que d'un Gaulle, spécialiste. Alors, mais ça se saurait, en effet, si un médecin à la santé et un professeur à l'éducation, c'était génial. mieux, Je crois que c'est pas franchement Là, démontré. c'est ce qu'on a. Ben, c'est ce qu'on a. Donc Ouais. on va voir. On va voir. On va voir, mais On va voir, c'est moi je pense intéressant. qu'il y a quand même là-dedans des gens qui vont se professionnaliser, Ils sont à la limite, oui. qui deviendront, comme je pense à Jean-Michel Blanquer. Alors oui, par exemple, Jean-Michel Blanquer, qui est aussi un professeur de droit public. public. Oui. Donc qui a vous quand même, deux. qui a quand même été directeur général de l'enseignement scolaire. Alors Oui. c'est un poste Et quasi puis c'est politique. quelqu'un qui a des idées, je veux dire, qui a fait des livres. Oui, voilà. qui sait le faire savoir, ce qui ne gâte rien. Mais Non, mais enfin, donc non, là- mais je veux dire, il a une idée de. Mais voyez, moi, Jean-Michel Blanquer, c'est pas franchement de la société civile. Enfin, d'accord, Oui, c'est il a limite, la belle, oui. il est quasi politique quand même. Oui. Oui, il a est été pas le seul. directeur, oui. Oui, il était directeur de cabinet. Il a été, Enfin, il était dans oui, un- oui, il a été directeur adjoint de cabinet, puis cabinet. directeur voilà. sur numéro 2, quoi. Voilà, de- oui, de donc, sa Bien éducation, sûr, quoi. bien sûr. Donc voilà, c'est société civile, d'accord, mais sachons ce qui se dissimule derrière ce label. Voilà, le dosage est quand même pas. Enfin, ils ne sont pas tous non plus de société civile. Il y a beaucoup quand même. Oui, mais enfin, Beaucoup, La il y a moitié. des Oui, ministères voilà, importants. oui, La voilà. moitié. Le travail, Oui. le travail, Oui. en effet l'éducation nationale, la santé, santé, le sport. la culture, Le sport. Oui, oui. Le sport, ça arrive souvent, ça. Oui, c'est Non, vrai. Oui. D'ailleurs, je ne suis pas toujours très heureux. Oui. Non, C'est méchant. Non, je ne vous pense à n'aimez pas personne. les sportifs. Mais Non, si, mais je c'est- suis moi-même sportif et fils et petit-fils de sportif. Il y a eu, oui, il y a eu Alain Calmat, il y a eu, Il y a eu David Douillet. et Lamour, Jean-François Lamour. et Jean-François Lamour. Ouais. Il y a eu Guy Dru. Guy Dru. Ah oui, enfin voilà, passons-les en revue. Main sur Mais- le buzzer, Jean-Charles. Est-ce que non mais justement la différence parce que tout le monde dit on se réfère souvent à l'épisode Schwarzenberg par exemple qui était resté Ou JGSS, ou Jean-Jacques JGSS, Savant-Samuel. qui est resté peu de temps oui, ministre, mais à l'époque ils étaient un peu seuls. Complètement. Mais vous vous souvenez, Schwarzenberg avait fait une déclaration au titre de laquelle il se disait, c'était dans le gouvernement Rocard, hein, je crois. Rocard, premier 91. Rocard, ouais. Il disait favorable à la légalisation du cannabis. Oui. Bon, et ça, voilà, ça a suffi à le, Ah oui, à c'est le faire compliqué. éjecter. Si je puis dire, à l'époque. c'est la boulette. Et Jean-Jacques Savant-Schreiber avait annoncé que la France allait renoncer à l'arme nucléaire. Voilà, à l'arme nucléaire, aux essais Et nucléaires. aux essais nucléaires. Oui, oui. Où il était allé avec le général de la Bollardière. Non. Exactement. Paris de la Bollardière, Oui. un arrêt célèbre du Conseil d'État. Donc là, on va voir, mais c'est intéressant quand même. Après, la question, c'est de savoir si des gens qui viennent de la société civile et qui pénètrent la société politique vont rester des gens de la société civile. Voilà, c'est bon. Oui, ce qui est bien, On oui. a quelqu'un de la société civile qui va endosser une fonction politique, qui va aussi peut-être être impressionné par ceux qui ont plus d'expérience, ceux dont ils vont beaucoup apprendre et qui vont peut-être endosser un petit peu la fonction et finalement devenir comme les autres. Donc, est-ce que vraiment
J'ai du mal à... Et puis, il ne faut pas oublier que tous ceux qui sont de la société politique viennent de la société civile, par définition, sinon ils seraient éternels. Mais oui, il y a quand même une chose qui est un signe qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron, c'est son premier mandat. Il n'a pas été élu autre chose que président de la République. Et là, vous avez, je ne sais pas combien, 11 ministres à peu près, qui n'ont jamais eu de mandat électif. C'est quand même une autre conception. Mais il n'y en a que 6 qui se présentent en plus. Oui, et qui est C'est très en rupture, très en rupture de la conception traditionnelle de la République. Il fallait avoir déjà une légitimité d'élu pour pouvoir participer à un gouvernement, non ? Il y a quand même quelque chose, enfin, dans la vision et dans la, mais ce qui est aussi, c'est qui est très différente. L'arrivée des gens de la société civile, ça va poser aussi un problème, cher à votre ministre, de moralisation de la vie politique, parce que, par exemple, cette ministre de la Culture qui m'est chère déjà, elle est quand même, voilà, elle a quand même une maison d'édition assez colossale, renommée, extraordinaire. Elle est devenue Actes Sud, elle est devenue ministre. La maison n'est pas mise en sommeil. La maison existe toujours. Alors, qu'est-ce qu'on va penser au point de vue moralisation si on va chercher partout? On va dire, mais alors, c'est curieux, elle a pris tel truc. Ah bah oui, ça fait le bonheur des éditeurs. Bah oui, et ça fera le mien et ça fera le sien. Alors là, oui, la moralisation... il y a une règle généralement, enfin, c'est-à-dire que les gens qui deviennent ministres abandonnent... Non, mais bien sûr qu'elle a abandonné, mais elle a abandonné toute fonction. Enfin, la boîte appartient à son mari. Alors bon, ils ne vont pas divorcer pour autant. Donc c'est pour ça, moi, je n'attaque absolument pas cette femme, hein, que je trouve extrêmement compétente, etc. Mais j'alerte juste sur cette loi de la moralisation qui fait qu'on va aller chercher partout des trucs pour dire, bah oui, mais alors là ça grenouille, c'est pas bien. La difficulté, c'est qu'il faut qu'on arrive à reconstituer un peu de confiance et qu'on arrête systématiquement de faire les fonds de poubelle. C'est vrai que si elle c'est pour ça que je rejoins un peu notre ami. Si elle prend un il y a décret, vraiment besoin de loi et peut-être juste de bon sens. Vous doutez bien si elle prenait un décret disant que le prix Goncourt doit être absolument attribué à la maison Actes Sud. Oui. mais vous doutez bien que tout ça sera observé à la loupe, sûr. grâce notamment à la presse. Des conflits d'intérêts. La même question s'est posée pour la ministre de la Santé, dont l'époux, le compagnon, est à l'INSERM, donc est sous tutelle du ministère dirigé par son épouse. Pour compléter là, sur l'arrivée des citoyens alors, au gouvernement, mais aussi des citoyens qui vont arriver à l'Assemblée nationale, puisqu'il va y avoir c'est encore pire. Alors non, c'est pas encore pire. Et je pense qu'au contraire, je crois qu'il y a une très forte, on parlait d'attente, et il y a une très forte attente des Français de voir arriver justement des personnes qui leur ressemblent enfin, et de ne pas avoir le même député qui est là depuis 30 ans, et d'avoir enfin des gens qui viennent de leur milieu, qui les ressemblent, qui sont de la mixité. Et je crois qu'il y a j'ai vu un article. Mais là, ça va être intéressant, la mise en place de la nouvelle Assemblée, s'il y a beaucoup de nouveaux élus, et il y aura de toute façon beaucoup de nouveaux élus, puisqu'il y a assez peu de gens qui se représentent finalement. Mais... ils ne se représentent pas du fait du non-cumul des mandats. Déjà, avant même que la loi ne soit votée, elle fait des effets elle produit immédiats. De bons effets. Elle produit de très bons effets. Mais cela dit, ça c'est une question compliquée que celle de la représentation. Parce que, vous voyez, vous dites, les gens auront le sentiment que leurs députés, leurs représentants leur ressemblent. D'accord, mais... Non, mais c'est pas forcément. C'est pas forcément parce que mon député me ressemble qu'il va porter ma parole et qu'il va agir comme je crois qu'il est bon d'agir. Voyez, ça va au-delà de ressembler. Ce que ça peut vouloir dire, c'est aussi des gens qui connaissent la réalité de la vie des autres. Mais on peut se dire... Ressembler, ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'ils ont vécu un peu des choses qui sont un peu semblables à ce que vivent leurs familles. Oui, ça c'est vrai. Mais cela dit... Ils ne sont pas coupés, quoi. Ils ne sont pas coupés, mais cela dit, en 5 ans, ils auront le temps d'oublier. Oh, bien sûr. En 5 ans, ils seront coupés. Ils seront coupés. Voilà, ils seront coupés, mais ils pourraient se présenter qu'une fois. Oui, point. Pour l'instant, c'est 3. Ce sera 2. Enfin, ce sera 3 dans la loi. Enfin, dans l'avant-projet de loi, ce sera 3. Mais non, mais dans 5 ans, il y aura des gens qui diront sortez les sortants. Voilà. Il faut renouveler la classe politique et mettre de la société civile. Jean-François Copé sera parmi eux, sortez les sortants. Et vous pourrez enfin vous présenter. Vive les professionnels de la politique. Alors, un dernier chapitre à ouvrir, parce que ça a été, je dis là, il y a la moralisation, ça sera probablement le premier projet de loi, mais le premier projet fort, puisque vous parlez de chômage, c'est le projet de droit du travail, ou de réforme du Code du travail. Alors,
On a entendu, c'était assez amusant, un petit reportage l'autre jour, parce que tous les responsables syndicaux ont été reçus à l'Élysée, et puis à Matignon, enfin à l'Élysée, et on entendait comme ça le président de la République qui disait, je crois que c'était à Jean-Yves Le Drian, qui disait ça s'est bien passé, il disait oui, je leur ai rien dit. Et c'est vrai qu'on est un peu dans le flou. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on attend de cette réforme? Est-ce qu'on sait à peu près sur quoi on veut réformer? Il y a 4 pages extrêmement précises de points. Alors il y a des nouveautés. Par rapport à ce qui existe. Par rapport à ce qui existe déjà. Alors il y a de l'évolution sur des thèmes qui existent déjà, et puis ensuite il y a des nouveautés sur un certain nombre de sujets. Dont il a parlé d'ailleurs. Alors sur les nouveautés, ça va être la possibilité tous les 5 ans éventuellement de démissionner, d'être pris en charge par le chômage, ça va être les allègements sur les cotisations sociales salariales, la suppression de certaines cotisations avec l'augmentation de la CSG. Enfin, il y a tout un pan financier de réformes qui est quand même relativement important. L'exonération des heures supplémentaires, on revient à la fameuse loi TEPAD de Nicolas Sarkozy qui va être... La suppression du RSI, c'est dans la loi? Alors, la suppression du RSI, c'est dedans, mais ça me semble extrêmement compliqué parce que il faudrait que les entreprises, enfin les chefs d'entreprise, libéraux ou autres, puissent dire je vais abandonner le RSI pour repasser dans le régime commun et finalement payer plus de charges. Donc je ne sais pas très bien comment tout ça va s'organiser, mais c'est dedans. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Je crois que je voyais qu'il y avait plus de 50% des Français, sur un sondage qui est tombé lundi matin, qui attendaient une réforme du Code du travail. C'est quand même assez nouveau. Échos, oui. Ouais, pour les Échos, qui est donc très favorable au fait que ça change. Oui. Alors, sur les évolutions et ce dont on parle... Mais pas surtout. Pas surtout. Et notamment sur les indemnités. Oui, mais alors, sur les indemnités... Alors, il y a 3 sujets. Il y a le premier sujet qui est sur les accords d'entreprise. En fait, que l'on reprenne la loi Rebsamen de 2015 ou la loi El Khomri, dite la loi travail de 2016, on a déjà tout dans ces... Oui, tout est là-dedans. Tout est là-dedans. La seule petite évolution par rapport aux accords d'entreprise qui va venir de ce projet de loi Macron et qui faisait les gorges chaudes de la CGT, pas trop de la CFDT, mais surtout de la CGT, et de FO, c'était de dire... Oui, mais alors FO, on commence à comprendre que ce n'est pas aussi radical que ce qu'il voulait bien comprendre et ce qui avait été caricaturé par la CGT. Il n'est pas question de dire aujourd'hui que dans une petite entreprise, on va pouvoir faire un petit accord dans son coin et révolutionner complètement contre les branches et contre le Code du travail. Ça, c'est faux. C'est quelque chose qui circule, qui n'est absolument pas exact, qui n'est pas dans la loi El Khomri et qui n'est pas dans le projet de loi Macron. Donc déjà, dans la loi El Khomri, on pouvait faire des accords d'entreprise soit majoritaires, il n'y a pas de problème, soit minoritaires à 30%, avec un référendum qui ne venait que de l'initiative des syndicats. Ce que va changer le projet de loi Macron, c'est de dire que le référendum en question pourra venir de l'initiative de l'employeur ou des syndicats. Voilà. Ça ne change rien d'autre. Des syndicats, non pas des salariés, des syndicats, puisqu'on est sur un accord à 30%, donc les syndicats qui ne seront pas signataires, ou en général c'est plutôt les syndicats signataires des 30% qui vont demander à ce qu'il y ait un référendum. Ça, c'était loi El Khomri. Et maintenant, avec Macron, l'employeur pourra dire « j'ai un accord avec 30% et je demande un référendum dans l'entreprise ». C'est la seule évolution sur les accords d'entreprise. Sachant que dans les entreprises où il n'y a pas de syndicat, il ne pourra, donc dans les petites entreprises de moins de 11 salariés où il n'y a pas de représentant du personnel, il ne pourra pas y avoir d'accord d'entreprise. Ce seront les accords de branche qui vont s'appliquer. Donc, ce n'est pas la révolution phénoménale à laquelle... Mais quand même. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un deuxième point, mais qui est assez mineur, sur la fusion des représentants du personnel, délégués du personnel, CE, CHSCT. Ça, c'est plutôt bien. Voilà. Jusqu'à présent, c'était avec la loi Rebsamen, on pouvait le faire jusqu'à 300 salariés. Au-delà, il fallait avoir un accord avec les syndicats. Là, Macron dit toutes les entreprises, même au-delà de 300, on peut faire une délégation unique du personnel. Très bien. Alors, le dernier point qui achoppe, et c'est celui qui va faire couler le plus d'encre, c'est effectivement le plafond. Le plancher et le plafond, des indemnités, de condamnation. Le plancher, on l'a déjà dans le code, donc je ne comprends pas très bien. Donc je veux voir ce qui va se passer au niveau du plancher des vaches. Mais sur le plafond, donc c'est de plafonner les indemnités de condamnation des employeurs. Alors, déjà, rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il reste plus beaucoup de temps. Alors, les salariés qui sont licenciés perçoivent des indemnités conventionnelles de licenciement qui sont faites pour déjà réparer la rupture du contrat de travail. Donc, il y a déjà ce premier point. Le deuxième point, c'est de les plafonner. Et là, aujourd'hui, on a des barèmes indicatifs, notamment le dernier barème indicatif Macron,
qui va jusqu'à 21 mois de salaire pour quelqu'un qui a plus de 20 ans d'ancienneté, de condamnation. Et le barème indicatif tel qu'il est arrêté aujourd'hui par décret correspond grosso modo à la jurisprudence, c'est-à-dire correspond grosso modo aux condamnations qui sont prononcées par les tribunaux. Alors je ne sais pas ce qui va découler de ce projet de loi. Est-ce qu'il va, à mon avis, il ne peut pas aller en dessous du barème indicatif qui existe déjà et qui a été voté par décret et qui est sorti par décret l'année dernière, qui est basé sur l'ancienneté des salariés. Ça pose quand même une question. C'est-à-dire que vous dites, voilà, les référendums, par exemple, le référendum, ça va être un employeur qui va dire ou vous votez les changements ou je suis obligé de fermer. Le plafond, etc. On va plafonner les indemnités. On va quand même, alors je ne sais pas si ça marche peut-être pour lutter contre le chômage, encore qu'on pourrait en discuter, mais est-ce qu'on va quand même pas vers une précarisation ? Je ne vois pas bien pourquoi ça précariserait, parce que les indemnités de condamnation, c'est à la sortie. Quand vous avez un référendum, vous votez pour ou la boîte ferme, c'est-à-dire que vous avez un choix qui est quand même pas formidable, et en plus, quand vous êtes licencié, vous avez un plafond qui... Moi, je pense quand même qu'il y a quand même ce danger-là. Oui, enfin, le plafond n'est pas complètement ridicule. C'est pas, vous avez 2 mois de salaire alors que vous avez 20 ans d'ancienneté. Donc ça permet de donner. J'en sais rien, mais je pense que ça permet de donner une visibilité. Ça permet de donner une visibilité quand même aux chefs d'entreprise qui, notamment pour les petites entreprises, qui se prennent les pieds dans le tapis et qui peuvent se retrouver avec des indemnités colossales. Là, au moins, elles se disent moi, je me suis pris les pieds dans le tapis, je me suis trompée. Et si jamais je suis condamnée parce que mon dossier est mal fichu, bah, je sais que j'aurai tant. Et puis, j'ai une vision de ce qui peut m'attendre potentiellement si je perds. Moi, je suis comme Stéphane, je sens une demande vraiment très forte pour que Emmanuel Macron ne cède pas sur ces projets. Et c'est un peu le risque qu'on peut avoir. En tout cas, il y a déjà un dialogue. J'espère qu'il ne cédera pas. Ça c'est plutôt pas trop mal engagé, si je peux dire. Pour l'instant, déjà, ça devait être fait assez vite. Puis finalement, on va attendre les vacances parce qu'on dit on ne peut pas. Il y a des crétins comme moi qui vont dire c'est peut-être de la précarisation. Voilà, en plus. Il y en a qui vont agiter le chiffon rouge. Merci, c'est fini, ça sonne. Le dîner est prêt. Voilà, le dîner est prêt, la récréation est finie. Madame est servie. C'est l'heure de la récréation. Merci beaucoup Jean-Baptiste Duclercq, merci beaucoup France Mercadet, merci beaucoup Stéphane Monson et merci beaucoup Jean-Charles Lajoie. Et à très vite pour un nouveau PAF.